L'histoire continue avec une fille tuant notre protagoniste, et il meurt. Il ouvre ensuite les yeux dans un endroit inconnu et remarque un vieux et les monstres verts devant lui. Le monstre le nomme Gobro et lui donne un insecte à manger, puis Gobro s'endort. Le lendemain, quand Gobro se réveille, il remarque qu'il est entouré d'un tas de lait bébés verts et découvre qu'il en est également un. Cela le convainc qu'il est mort et réincarné en gobelin. Le jour suivant, Gobro grandit et est surpris de voir à quelle vitesse les gobelins mûrissent. Il teste son corps mature et pense qu'il devrait être heureux car il a eu une seconde chance dans la vie. Cette fois, il va survivre, et le lendemain, le vieux gobelin donne à chaque nouveau-né gobelin des insectes à manger et mentionne que ce sera le dernier repas qu'ils recevront de lui, et dès demain, ils devront se débrouiller seuls. Les gobelins mangent la nourriture et Gobro sort de la grotte dans laquelle il se trouve. Il remarque des oiseaux étranges dans le ciel et observe qu'il y a aussi des plantes ici qu'il ne reconnaît pas. Il comprend que ce monde est différent de celui dans lequel il vivait et remarque un gobelin nommé Gob-Kishi derrière lui. Il se présente à Gob-Kishi et fait équipe avec lui car c'est le plus grand des enfants gobelins. Ils partent chasser et trouvent un lapin cornu. Pendant que Gob-Kishi distrait le lapin, Gobro lance une attaque surprise d'en haut et le tue. Gob-Kishi essaie ensuite de manger le lapin, mais Gobro le bête et mentionne qu'ils sont censés partager cette proie. Après avoir expliqué la nature de leur relation à Gob-Kishi, Gobro examine la corne du lapin pour voir s'il peut en faire une arme, et il reçoit une notification disant qu'il a reçu la corne d'une petite créature. Il se demande ce que c'était, puis mange la viande avec Gob-Kishi. Le 5e jour, tous deux utilisent la même technique pour tuer un autre lapin cornu, mais cette fois, Gobro utilise la corne qu'il a obtenue plus tôt pour tuer le lapin. Il prend également la corne de ce lapin, et il reçoit un message similaire cette fois-ci aussi. Ils mangent tous de la viande, et après avoir mangé, Gobro apprend la compétence d'évasion. Il explique ensuite que dans sa vie antérieure, il avait une compétence ESP extrêmement rare appelée absorption, et en utilisant cette compétence, il a la chance de gagner les capacités de tout ce qu'il mange. Toutes les compétences qu'il a acquises dans sa vie antérieure ont été réinitialisées, mais avoir cette compétence est déjà assez chanceux, car il y a beaucoup de monstres dans ce monde avec des pouvoirs incroyables. Le 6e jour, une gobeline nommée Gobmi est étonnée de découvrir que Gobro et Gob-Kishi mangent des lapins cornus. Elle mentionne que quelqu'un est mort hier après avoir été empalé par un lapin cornu, et elle dit que Gobro est vraiment incroyable. Elle mentionne qu'il est intelligent, fort et cool, et Gobro demande à Gobmi si elle veut les accompagner pour leur chasse demain. Gobmi accepte rapidement, mais le lendemain, il commence à pleuvoir, et ils reportent leur chasse avec Gobmi au lendemain. Gobro vérifie alors ce qu'ils ont en stock pour voir s'il peut fabriquer une nouvelle arme, et il est surpris de ce qu'il y a. La scène le montre ensuite fabriquant une arme avec de la pierre qu'il a trouvée, et il mentionne que lorsqu'il est allé dans le stockage, il a trouvé un groupe de femmes captives. Il était évident qu'elles étaient utilisées pour donner naissance à des gobelins, et le vieux gobelin vient alors vérifier Gobro, et il mentionne que Gobro semble motivé. Gobro mentionne que ce type s'appelle Gobji et qu'il est l'aîné de cette grotte. Gobji mentionne ensuite que Gobro pourrait monter de niveau plus rapidement, et il explique qu'il peut vérifier les niveaux des autres en tapotant sa tête en les regardant. Il remarque que Gobji a un niveau de 86, et Gobji explique que s'ils atteignent le niveau 100, ils pourront évoluer vers une forme de vie plus avancée. Il mentionne qu'un seul gobelin sur une douzaine parvient à le faire, et Gobro explique alors que les gobelins vieillissent rapidement et que cet homme âgé n'a que la vingtaine. Gobji part ensuite après avoir dit à Gobro que les jeunes reviendront bientôt au village, et ensuite, Gobro découvrira à quoi ressemble un hobgoblin évolué. Il se demande quel genre de proie ils vont apporter cette fois, et il a un sourire effrayant sur son visage. Le 8e jour, Gobro, Gobmi et Gob-Kishi combattent un tas de monstres et parviennent à tous les éliminer en travaillant ensemble. Gobmi agit comme leur soutien, Gobro combat à moyenne portée et Gob-Kishi agit comme leur avant-garde, et avec cette formation, ils parviennent à récolter beaucoup de nourriture. Ils mangent tous la nourriture et pensent que c'est génial. Gobmi pleure des larmes de joie car elle n'a mangé que des fruits jusqu'à présent, et après avoir mangé le serpent, Gobro obtient les compétences suivantes: thermographie, venin, résistance au venin, recherche et œil maléfique. Il pense que ce serpent doit être d'un tout autre niveau, et Gob-Kishi lui demande ensuite s'il peut manger la tête de ce serpent. Gobro dit qu'il ne le peut pas car c'est toxique, et il mange la tête à la place, pensant qu'il survivra dans ce monde quoi qu'il arrive. Le 9e et le 10e jour, nos gobelins préparent leur équipement et chassent comme d'habitude. Le 11e jour, nous les voyons entrer dans une grotte et remarquer plusieurs chauves-souris à l'intérieur.
Il s'enfuit après avoir vu leur grand nombre, et Gobro demande ensuite à Gobmi d'aller de l'avant, et à Gob-Kishi de préparer le bouclier. Pendant que Gob-Kishi défend, Gobro élimine certaines des chauves-souris et utilise son œil maléfique pour les paralyser toutes, et ils travaillent tous ensemble pour les éliminer. Ensuite, il mange les chauves-souris, et Gobro apprend les compétences appelées écolocation, Vamp-Up et Vamphilia. Nous voyons alors que certains gobelins regardent le groupe de Gobro pendant qu'il mange, et la nuit du 12e jour, certains gobelins viennent battre Gobro pendant son sommeil, mais Gobro les détecte en utilisant sa compétence de recherche qu'il garde active tout le temps. Il bat ensuite tous les gobelins, et l'un demeure parce qu'il utilise accidentellement trop de poison sur lui. Il mentionne qu'il va maintenant leur donner une leçon, mais Gobmi vient là-bas et étrangle un des gobelins en colère, et Gobro l'arrête de tuer le gobelin. Le 13e jour, le groupe de Gobro lance une attaque surprise sur un ORC, et ils parviennent à le vaincre en travaillant ensemble, mais cela demande des efforts. Ils mangent tous l'ORC, et Gobro apprend les compétences suivantes, libido, langue ORC et détection et analyse. Ensuite, quand ils sont rassasiés, Gobro déclare qu'ils devraient ramener le reste de la viande avec eux, et il partage la viande avec les autres enfants gobelins de la grotte. Il lui demande s'il en est sûr, et Gobro mentionne que c'est pourquoi il l'a apporté ici. Ils mangent tous la viande, et Gobro pense qu'il n'aurait jamais envisagé d'aider les démunis de cette manière dans son ancien monde. Il réalise qu'en plus de son apparence, quelque chose d'autre a changé en lui, et pendant la nuit, alors que Gobro dort, il reçoit une notification disant que ses valeurs de niveau ont dépassé. Il est qualifié pour évoluer en hobgoblin, et la notification lui demande s'il veut continuer. Nous voyons que Gobro est fatigué maintenant, et il sélectionne au hasard oui. Ensuite, il reçoit la bénédiction du grand dieu de la disparition et de l'origine, et le matin du 14e jour, il découvre qu'il a l'air un peu différent maintenant. Il remarque qu'il ressemble un peu à ce qu'il était avant de se réincarner, et il observe que Gob-Kishi est également différent. Gobmi est surprise de les voir tous les deux dans leur nouvelle forme, et l'aîné ne peut pas croire qu'il se soit déjà transformé en hobgoblin. Gob-Kishi mentionne ensuite qu'il veut voir à quel point il est devenu plus fort, et Gobro déclare qu'il devrait partir à la chasse, mais Gob-Kishi mentionne qu'il veut combattre Gobro. Les deux se battent ensuite dans la forêt, et ils se frappent mutuellement, mais Gob-Kishi n'est pas assez rapide, et Gobro parvient à le vaincre. Gob-Kishi mentionne ensuite que Gobro est fort, et Gobro déclare que Gob-Kishi a plus de puissance que lui, et il remarque ensuite quelque chose qui se dirige vers eux. Il mentionne que des ennuis arrivent, et il demande à Gobmi de prendre l'arbalète qu'ils ont fabriquée l'autre jour. Nous voyons alors un tas de loups chasser des lapins cornus, et ils mangent les lapins une fois qu'ils les ont attrapés. Ils remarquent ensuite un ORC, et ils parviennent également à le chasser. Gobro pense que ce sont les meilleures cibles pour tester leurs forces évoluées, et Gobmi frappe les loups avec l'arbalète. Gobro et Gob-Kishi se battent ensuite avec eux à courte distance, et Gobmi les soutient avec des tirs de couverture, et Gobro pense que c'était la bonne décision d'utiliser son venin sur les flèches de Gobmi. Gobro et les autres viennent rapidement à bout des loups après avoir éliminé leur chef, et ils parviennent à tous les vaincre. Gobro mange ensuite le loup et obtient certaines compétences appelées chasse sauvage, armure cachée et ordre. Il retourne au village avec le reste des loups et les donne aux autres enfants gobelins. Il mentionne qu'ils n'ont pas besoin de le remercier, mais il s'attend à ce qu'ils attrapent la même quantité de proies qu'ils leur ont fournies à partir de maintenant. Les gobelins se demandent comment ils sont censés faire cela, et Gobro leur demande s'ils sont mécontents de cela. Les gobelins lui demandent ensuite de leur apprendre à tuer, et Gobro mentionne qu'il leur apprendra à chasser s'ils ne le savent pas. Il leur apprendra également à fabriquer des armes, et les gobelins le remercient pour cela, mais Gobro déclare que c'est seulement naturel car ils sont camarades. Tous les gobelins applaudissent alors pour Gobro, et ils pensent que cela doit être l'effet de la compétence d'ordre qu'il a apprise. Le 17e jour, nous voyons Gobro entraîner les enfants gobelins, et ils pensent que cela fait 4 jours que l'entraînement a commencé, mais les gobelins ont encore beaucoup à apprendre, et ils remarquent ensuite que Gobmi a également évolué. Le lendemain, Gobro remarque que les femmes humaines se sont suicidées en utilisant du poison, et lui et Gobji brûlent leurs cadavres. Gobro pense qu'elles ont peut-être commis suicide parce qu'elles avaient perdu tout espoir, et après quelques jours, on voit que Gobro continue d'entraîner les gobelins de sa génération. Il explique que ces derniers jours, il a mangé des monstres qui semblaient avoir des compétences prometteuses, et il a appris beaucoup de nouvelles capacités. Il remarque ensuite un groupe de personnes qui s'approchent d'eux, et il se prépare à combattre en pensant qu'ils pourraient être hostiles. Gobji l'arrête et lui dit qu'ils sont leurs pilleurs, et qu'ils sont les pères de leur génération. Ensuite,
Gobro remarque que les pilleurs ont amené 5 femmes humaines avec eux, et Gobji leur dit que cela tombe bien, car le dernier lot qu'ils ont apporté est déjà parti. Gobro explique alors que les gobelins ont un ADN si fort que lorsqu'ils se reproduisent avec d'autres espèces, le résultat est toujours des enfants gobelins. Il pense qu'il peut comprendre l'instinct de reproduction, mais il ne se sent pas bien à ce sujet. Il demande alors au chef des pilleurs nommé Hobken de lui permettre de s'occuper des femmes humaines, mais Hobken n'apprécie pas que Gobro lui donne des ordres, et il l'attrape par le col. Cela incite tous les gobelins sous le commandement de Gobro à prendre les armes, et les pilleurs en font de même. 2 hobgoblins femelles du côté des pilleurs arrêtent ensuite les deux parties de se battre, et Gobji les présente comme Hobsato et la mage Hobsei. Hobsato mentionne qu'ils devraient laisser les leaders de leur génération respective régler ce différend, et le vainqueur décidera de ce que le village va faire à partir de maintenant, et elle déclare que les armes ne seront pas autorisées dans ce combat. Hobken est d'accord avec cela, et Gobro le bête facilement. Il pense que c'est une bonne chose qu'il ait appris à produire de la soie d'araignée de l'araignée démoniaque, et Hobsato et Hobsei sont surpris de voir les compétences de Gobro. Gobro mentionne que cela fait de lui le chef de ce village, et il demande à tout le monde s'ils ont des objections, mais aucun d'eux ne parle. La scène coupe ensuite à Gobro parlant aux femmes enlevées, et il leur demande de ne pas s'inquiéter, car personne ne les touchera. Il déclare qu'il veillera à ce qu'elles soient prises en charge, et il les emmènera un jour dans un village humain. La femme aux cheveux roux lui demande ce qu'elles doivent faire en retour, et Gobro déclare qu'il veut juste leur connaissance humaine. Il discute ensuite avec les femmes, et il découvre qu'elles faisaient partie d'une entreprise itinérante, et quand les anciens gobelins les ont attaquées, elles ont tué tous les hommes, et ces 5-là sont les seules survivantes. Les femmes pleurent après avoir raconté leur histoire, et Gobro les laisse seules un moment. Le lendemain, lorsque Gobro leur rend visite avec de la nourriture, il remarque qu'elles sont plus joyeuses maintenant, et il réalise qu'elles ont décidé de faire face à cela avec une attitude positive. Pendant qu'ils mangent, Gobro pense qu'il a cuisiné pour eux en utilisant les ingrédients et les ustensiles qui faisaient partie du butin, et il déclare que les humains n'évoluent pas comme le font les monstres, mais en échange, ils ont une variété de métiers, et il explique que la fille aux lunettes est une alchimiste, les sœurs jumelles sont aussi cuisinières et couturières, la fille étourdie est une évaluatrice et une forgeronne, et la rousse est une guerrière débutante. Il pense qu'il va la faire participer à son entraînement plus tard, et la scène coupe à lui entraînant les gobelins. Il traite tout le monde de la même manière, et bat tous ceux qui ne suivent pas et qui lui parlent mal. Pendant les jours suivants, il se concentre sur les exercices de groupe plutôt que sur la chasse, et il fait apprendre aux gobelins les nouvelles règles qu'il a créées. Quelques jours plus tard, un jour de pluie, Gobro et Gobkishi ont un combat d'entraînement, et ils y vont à fond. La nuit du même jour, Gobro entend des bruits venant de la chambre des femmes, et il trouve quelques hobgoblins sous la direction de Hobken essayant d'agresser les femmes humaines, mais il les bête tous. Cela réveille les femmes, et Gobro déclare qu'il leur avait dit de ne pas les toucher. Il pense qu'il devra faire un exemple d'eux pour que les autres comprennent, et il s'excuse auprès des femmes humaines pour l'effroi, et la rousse le serre dans ses bras, les larmes aux yeux. Les amis de Gobro arrivent alors, et Gobro leur demande de traîner les coupables hors d'ici. Il leur demande de rassembler tout le monde, et il bat ensuite impitoyablement les coupables devant tout le monde. Il dit à tout le monde que c'est ce qui va leur arriver s'ils enfreignent les règles, et ils comprennent tous. Gobro s'arrête juste avant de tuer les coupables, mais Hobken meurt quand même le lendemain matin. Le lendemain, Gobro et ses amis partent à la chasse, et ils rencontrent un cheval à 3 cornes. Il a une armure solide, mais Gobro l'immobilise en utilisant ses fils, et lui et Gobkishi donnent le coup final. Il mange ensuite tout le cheval, et Gobro obtient les compétences appelées attaque à grande échelle, cri de cheval à grande échelle, guérison rapide, maîtrise du coup de pied, maîtrise de la perforation et triple coup. Il essaie le triple coup, et il découvre que, avec cela, un seul coup peut se traduire par 3 coups. Cette nuit-là, la fille aux cheveux roux vient dormir dans le lit de Gobro, et Gobro le permet en pensant que les événements de la veille ont dû l'effrayer. Quand Gobro se réveille le lendemain matin, il remarque la femme aux cheveux roux, et Gobmi sur ses 2 bras, et il pense que ses bras commencent à lui faire mal. Ensuite, Gobro et les autres découvrent que Gob s'est transformé en hobgoblin, et Gobro pense que cela a du sens, car elle a récemment aidé à porter leur équipement. Gobro mentionne ensuite que leur entraînement se déroule sans problème ces derniers temps, et Gobkishi est devenu le capitaine de leurs combattants blindés. Hobsato s'occupe des forces légèrement armées axées sur la mobilité, et Gobmi s'occupe de l'unité à distance. Gob a pris en charge le soutien arrière, qui se compose essentiellement de tâches diverses, et Hobsei deviendra le capitaine de leur force magique à l'avenir, mais pour l'instant elle est la seule mage qu'ils aient. Le lendemain,
Gobro laisse l'entraînement aux capitaines respectifs, et il s'enfonce plus profondément dans la forêt pour chasser une variété de proies. Il remarque un cheval à 3 cornes, et il essaie sur lui la magie de la mort de Phasin, et il le tue d'un seul coup. Après cela, il devient un peu arrogant et se dirige plus au nord dans la forêt. En s'enfonçant plus loin, il remarque une traînée de sang menant à un cheval à 3 cornes à moitié dévoré, et cela lui rappelle un avertissement de Gobji. Il se souvient que Gobji les avait prévenus de ne pas s'enfoncer profondément dans les bois du nord, car un énorme ours rouge y vit, et Gobro ne peut pas croire qu'une chose puisse manger le cheval à 3 cornes blindé. Il tombe ensuite sur l'ours rouge, et il pense qu'une personne rationnelle serait probablement en fuite dans cette situation, mais il élabore un plan pour abattre l'ours, et il utilise sa magie de la mort de Phasin sur lui. La scène coupe alors à Gobmi disant à Gob que Gobro n'est pas revenu aujourd'hui, et Gob déclare qu'elle ne l'a pas vu non plus aujourd'hui. Elle mentionne qu'elle va demander aux autres ce qu'il en est, et après les avoir interrogés, elle informe Gobmi qu'ils ne l'ont pas vu non plus aujourd'hui, et ils ont déclaré qu'il devrait aller bien, car il est fort. Pendant ce temps, dans les bois du nord, nous voyons que l'ours a sacrifié l'un de ses bras pour se défendre contre le sort, et il essaie ensuite d'attaquer Gobro avec ses griffes, mais Gobro parvient à esquiver toutes ses attaques. Il porte ensuite un coup sur lui avec sa hache, mais la peau de l'ours est trop dure pour lui percer. L'ours attaque ensuite Gobro et l'envoie voler. Gobro utilise alors ses fils pour lier complètement l'ours, mais l'ours parvient à briser facilement les fils, et il attaque Gobro avec un souffle de feu destructeur, et le bras de Gobro est endommagé à cause de cela, mais il parvient à le guérir. Il est surpris qu'un ours puisse cracher du feu, et il pense qu'il pourrait devoir prendre des dommages pour vaincre ce type. Il se dirige ensuite droit vers l'ours, et l'ours utilise un autre souffle de feu, mais Gobro se rapproche toujours de lui en endurant le souffle de feu en se protégeant avec un sort d'eau. Il se rapproche de l'ours et lui enfonce une épée dans la bouche, mais cela ne suffit pas à le faire tomber, et l'ours l'envoie voler. Gobro parvient à minimiser les dommages de l'attaque en utilisant un sort d'eau sur son dos, et il remarque qu'un morceau de l'épée est encore à l'intérieur de la bouche de l'ours, donc il ne pourra pas utiliser un autre souffle de feu. L'ours se dirige alors vers lui, et Gobro déclare qu'il est fini s'il prend une autre attaque, mais l'ours ne montre aucun signe de faiblesse. Il pense qu'il est en très mauvaise posture, mais il continue néanmoins à se battre contre l'ours, et il perd un bras à cause d'une des attaques de l'ours. La scène coupe alors au lendemain matin, et nous voyons que Gobro a finalement vaincu l'ours, mais il est également aux portes de la mort. Il utilise le reste de sa force pour manger un peu de viande d'ours, et il obtient les compétences appelées dommages lourds et force écrasante. Il reste alors au bord de la perte de conscience, mais avant cela, il remarque qu'il peut désormais évoluer en une espèce rare d'ogre, et il sélectionne oui avant de s'évanouir. Le lendemain, Gobro se réveille, et il a faim. Il mange la viande d'ours devant lui, et il obtient les capacités appelées hurlements du seigneur de la montagne, lueur menaçante et tolérance absolue. Il pense qu'il devrait ramener la peau de l'ours au village, et il sort son couteau pour dépecer l'ours. Il remarque que le couteau lui semble plus petit, et il découvre qu'il a évolué en ogre. La scène coupe alors à Gobro dans le village, et tout le monde panique en voyant un ogre, et ils essaient de s'enfuir en pensant qu'ils vont être attaqués, mais Gobmi reconnaît Gobro, et elle lui donne un long serment, et tout le monde découvre ce qui s'est passé. Ils ne peuvent pas croire que Gobro a réussi à vaincre l'ours rouge, car il peut même tuer et manger des ogres, et Gobji est surpris que cela n'ait pris qu'un mois à Gobro pour évoluer en ogre. Ensuite, Gobro pense qu'il veut de nouveaux vêtements et se dirige vers le stockage, mais il remarque que la fille aux cheveux roux et Gobmi le suivent. Il entre alors dans le stockage, et tout le monde là-bas a peur de le voir. Leur réaction blesse un peu Gobro, mais ils comprennent bientôt qui il est, et Gobmi lui pince alors la jambe. Gobro montre alors son arme au forgeron, et elle mentionne qu'elle devra le réparer, et elle dit à Gobro qu'elle a utilisé une pierre d'esprit pour fabriquer un couteau plus tôt, et elle déclare qu'il devrait jeter un œil. Gobro mentionne qu'il le fera, et il caresse la fille sur la tête, ce qui la rend heureuse. Gobmi et la fille aux cheveux roux sont jalouses de voir cela, et elles pincèrent les jambes de Gobro. Les jumelles disent alors à Gobro qu'elles ont besoin d'une aide supplémentaire pour leur travail, et Gobro mentionne qu'il leur donnera 3 gobelins femelles de l'équipe de soutien arrière. Les jumelles sont contentes de cela, et Gobro est heureux de voir que les humains s'entendent bien avec les gobelins. Il dit alors aux jumelles qu'elles feraient de grandes épouses un jour, et il se demande si elles sont intéressées. Cela les rend embarrassées, et Gobro pense que leurs sourires sont mignons. Gobmi et la rousse frappent Gobro avec un bâton pour cela, et Gobro rencontre ensuite l'alchimiste qui est revenu à la fabrication de potions. Il remarque qu'elle a fabriqué un poison, et il lui demande pourquoi elle a fait ça. Elle mentionne que c'était pour se protéger,
mais elle n'en aura plus besoin, maintenant qu'elle sait qu'il y a des gobelins de confiance comme lui ici. Elle déclare que c'était juste le strict minimum de protection, et cela ne fonctionnera pas sur lui maintenant qu'il est si fort. Gobro la soulève et déclare qu'il ne peut rien y faire. Il pense que le sourire timide d'une belle femme est un spectacle à voir, et il peut sentir des regards meurtriers de Gobmi et de la rousse. Il remonte alors le moral des deux filles, mais cela lui prend beaucoup de temps, et cela le laisse à la fois physiquement et mentalement fatigué. Le lendemain, Gobro n'est pas capable de faire de la lutte comme d'habitude, car les gobelins normaux ne peuvent pas encaisser ses coups. Même une seule attaque les met au bord de la mort, alors il annule la lutte. Il remarque que Gob Kishi agit un peu bizarrement, et il essaie de lui en parler, mais Gob Kishi part à la chasse pour éviter le sujet. Gobro mentionne alors que ces derniers temps, la rousse s'est concentrée sur un entraînement personnel et Gobé a commencé à extraire des pierres d'esprit, ce qui est devenu un passe-temps pour elle. Gobmi et Obsato se sont également rapprochés, et nous voyons qu'ils passent du temps avec Obsé. Elle remarque que perdre sa main n'a en rien ralenti Gobro, et Gobro mentionne qu'il s'y est habitué, et il pense que c'est grâce à une slim qu'il a mangé. Il lui demande ensuite si Gob Kishi va bien, et Obsé mentionne que cela dépendra de sa réaction. Il lui demande ensuite de lui rendre son livre, car il n'a pas fini de le lire, mais Obsé l'ignore. Le lendemain, Gobro profite de son déjeuner après l'entraînement du matin, et Gobé vient à lui avec un carboncle blessé. Elle a l'air paniquée, et Gobro utilise l'une de ses compétences pour guérir le carboncle, et Gobé lui dit qu'elle l'a trouvé en creusant dans certains murs. Gobro déclare qu'elle a perdu beaucoup de sang, et il la guérit avec l'aide de l'alchimiste. Ensuite, le carboncle se réveille et se demande où elle est. Gobé lui explique la situation, et le carboncle les remercie de l'avoir aidé. Elle se présente en tant que retournée, et elle mentionne qu'elle a été attaquée par des humains il n'y a pas longtemps. Elle explique que le gemme sur la tête d'un carboncle vaut des milliards en or, et que les aventuriers humains voulaient le prendre pour eux-mêmes. Retournée leur demande alors de l'aider à chasser ces aventuriers, et elle mentionne qu'elle n'a pas longtemps à vivre. Nous découvrons alors que Retournée est un carboncle artificiel, et elle a été créée il y a longtemps par un mage légendaire nommé Velvet, et il en a fait la gardienne de son trésor. Lorsqu'elle a été attaquée par les humains, le noyau qui la maintient en vie a été gravement endommagé, et en raison de cela, elle n'a pas longtemps à vivre. Elle mentionne que le trésor caché est rempli de toutes sortes d'objets légendaires que Velvet a passé sa vie à collectionner, et comme son maître méprisait les humains, il préférerait les laisser avoir son héritage plutôt que de le laisser tomber entre les mains humaines. Entendant cela, Gobro accepte de l'aider, et il demande à la forgeronne si elle a le couteau dont elle a parlé. La forgeronne lui donne le couteau, et il pense que c'est mieux que de se battre à main nue. La rousse se demande si Gobro va tuer ces humains, et Gobro lui dit qu'il va seulement les chasser, mais s'il n'écoute pas la raison, il devra s'y prendre d'une manière plus dure. Ensuite, ils se rendent au trésor par le tunnel que Gobé a creusé, et Gobro demande à Gob Kishi et aux autres de se cacher d'abord, pour qu'ils puissent négocier avec les humains. Il part ensuite à la recherche des humains seuls, et il les rencontre. Les humains pensent que cela va être une douleur de traiter avec un ogre, mais ils décident de s'en débarrasser. Un assassin attaque ensuite Gobro, mais il voit à travers son sort de dissimulation pour arrêter son attaque. Il dit alors aux aventuriers que c'est la maison de quelqu'un d'autre, et qu'ils ne devraient pas essayer de semer la pagaille ici sans leur permission. Les aventuriers sont furieux de voir l'ogre parler comme un humain, et Gobro mentionne qu'il les laissera partir s'ils partent maintenant. Les aventuriers ne l'écoutent pas, et ils essaient de l'attaquer, mais Gobro esquive facilement leurs attaques. Ils pensent que ces aventuriers ont un équipement de haute qualité, mais ils se sont trop appuyés sur l'augmentation de leur niveau et les ajustements de travail, donc ils n'ont pas travaillé sur leurs compétences de base. Le mage parvient ensuite à lancer un sort sur Gobro, mais il n'a aucun effet sur lui, et il réalise qu'il l'a bloqué d'une manière ou d'une autre avec de la magie. Cela met Gobro en colère, et il demande à ses forces de sortir. Tous les gobelins attaquent alors les aventuriers, et ils les battent facilement. Ensuite, Gobro les mange, et il obtient les classes de travail nommées assassin, croisé, gardien, grand mage, prêtre et enchanteur. Il obtient également une bague avec de la magie de dissimulation de statue et un sac avec la fonction de boîte à objets, et il les mange tous les deux pour obtenir les capacités de dissimulation de statue et de boîte à objets. Il peut maintenant faire apparaître la boîte à objets à volonté, et il est heureux de voir que la boîte à objets peut contenir 99 exemplaires de 2000 objets différents. Après avoir rempli leur promesse envers Retournée, il se dirige vers le trésor, et il remarque le corps du maître de Retournée là-bas. Retournée explique que son maître était doué pour communiquer avec les esprits, et c'est pourquoi ils pourront récupérer une grande variété de pierres d'esprit ici.
Gobro pense qu'il aurait pu être un grand sorcier, et Returné meurt ensuite. Gobro mange sa pierre et il apprend l'aptitude appelée Ordre Doré. Gobé se demande si c'était la bonne chose à faire, et Gobro déclare que oui. Gob Kishi lui demande alors si elle va bien, et elle mentionne que oui. Ils ont ensuite un moment de silence pour Returné, et ils se séparent pour ramasser tout ce qui a de la valeur. La boîte à objets est pratique pour cela, et même après l'avoir remplie avec tout le trésor de la pièce, il reste encore beaucoup de place. Avant de partir, Gobro incinère le corps de Velvet, et un gantelet tombe de sa main. Gobro enfile le gantelet, et il fusionne avec son corps. Il découvre que c'est un objet légendaire, et nous voyons que son bras peut tourner et se transformer à volonté maintenant, et il peut même créer du poison et des fils. Les autres sont surpris de voir cela, et Gobro pense que c'est bien mieux qu'un bras normal. Ensuite, il retourne au peuplement des gobelins, et il décide de faire la fête, car il y avait de l'alcool dans le butin qu'ils ont collecté. Le lendemain, Gobro évalue leur collection d'objets avec la forgeronne, et il découvre que la plupart des objets sont assez incroyables. Le jour suivant, ils fournissent des objets magiques à tous les 15 de leur hobgoblin, et Gobro prend une lance vermillon, ainsi qu'un bracelet magique, et avec l'objet sur son bras, il a maintenant 3 objets légendaires. Il explique ensuite que les objets légendaires sont assez précieux, et même des pays entiers prendront des mesures pour les acquérir, et les objets de rang fantasme sont les seuls au-dessus des légendaires. Plus tard dans l'après-midi, Gobro et les autres ramassent des ingrédients pour faire un ragoût d'ours, et la partie de chasse est beaucoup plus facile avec les compétences améliorées de tout le monde, et le ragoût est aussi délicieux. Le lendemain, ils ont une bataille pour décider des rangs des hobgoblins, et Gobro remarque qu'ils ont bien progressé, et il peut même former un groupe de mercenaires avec tous les combattants qu'il a maintenant. Le lendemain, Gobro se rend dans les montagnes à la recherche de proies qu'il n'a pas encore vues, et il tombe sur Eba, une araignée dorée. Il la mange, et il obtient la capacité appelée fil d'or et carapace d'araignée dorée. Il pense qu'il peut devenir un styliste avec ses compétences, et il rencontre ensuite un cerf rouge aux belles ramures. Il le bête également, et il pense qu'il va devoir en manger encore quelques-uns pour obtenir toutes ses capacités. Il erre ensuite plus profondément dans les bois, et il tombe sur un bel arbre massif. En voyant cela, il se souvient que Gobji lui a dit qu'il y a des créatures appelées dryades dans ce monde, et elles séduisent les mâles intelligents et se nourrissent d'eux pour les nutriments. Il n'y a que des femelles parmi leur race, et elles sont toutes exceptionnellement belles, donc il n'y a pas de pénurie d'hommes tombant sous leur charme. Gobro rencontre alors une dryade, et il essaie de résister à la tentation, mais il ne peut pas, et il pense que c'est seulement naturel, car il est encore vierge dans cette vie. Il pense qu'il va devenir de la nourriture s'il ne fait rien bientôt, et il utilise ensuite sa compétence de libido. Ensuite, lui et la dryade profitent de la compagnie de l'autre pendant 5 heures, et Gobro obtient la capacité appelée Félicitations de Gui. La dryade lui demande alors de revenir une autre fois, et Gobro déclare qu'il le fera s'il en a envie. Après avoir marché un moment, il tombe sur un lac, et il prend un bain. Des hommes lézards l'attaquent alors, et il les mange après les avoir abattus. Il obtient les compétences appelées langage des hommes lézards et vie aquatique de cela, et il combat ensuite d'autres monstres sur son chemin du retour. Le lendemain, il découvre que 2 gobelins sont capables de devenir des mages, et Hobbs les prend sous son aile. Elle est contente d'avoir enfin des élèves, et elle déclare qu'elle leur fera apprendre tout. Ensuite, Gobro essaie l'enchantement avec la forgeronne, mais son humeur semble étrange pour une raison quelconque. Le lendemain, Gobro remarque que Gobmi est aussi de mauvaise humeur, et il demande aux autres s'ils savent quelque chose à ce sujet. Ils lui disent tous qu'ils n'ont aucune idée, et Gobro remarque même que la rousse ne se comporte pas comme d'habitude. Il vérifie alors les jumelles cuisinières, et il remarque qu'elles ont empoisonné sa nourriture. Gobro se rend alors chez l'alchimiste en dernier recours, et il lui demande à ce sujet, et elle lui dit que Gobro peut être vraiment dense parfois. Elle mentionne que les filles sont jalouses de Gobro ayant eu une rencontre intime en dehors du village, et elle déclare que Gobro devrait essayer de se regarder dans le miroir, car il a des suçons partout sur son cou. Gobro se demande ce qu'il devrait faire à ce sujet, et l'alchimiste mentionne qu'elle peut comprendre ce qu'elle ressente, et elle embrasse Gobro. Elle lui dit que c'est ce qu'elle ressent, et Gobro se demande si elle fait cela juste pour gagner sa faveur. Il pense qu'il est assez content de cela, et il pourrait bien se laisser emporter, et Gobmi arrive alors avec un air en colère. Elle mentionne que Gobro devrait l'inclure s'ils vont le faire, et les autres filles humaines lui demandent la même chose. Gobro partage ensuite un moment merveilleux avec toutes les filles de la pièce, et Gob Kishi et Gobé remarquent qu'il a scellé la pièce avec des fils d'or insonorisés. Ils décident de ne pas le déranger,
et Gobro déclare qu'il prendra la responsabilité si quelque chose se passe. La scène coupe alors sur Gobro au lit, et il déclare que sa capacité de recherche s'améliore graduellement, et à ce stade, il est capable d'identifier les races qu'il a déjà vues et d'avoir une idée générale de leurs forces. Il remarque ensuite que quelque chose vient vers eux, et il sort avec quelques autres gobelins pour accueillir leurs visiteurs. Nous découvrons que les visiteurs sont des elfes, et Gobro pense que cela va être une douleur dans le cul. Le chef du groupe d'elfes se montre hautain devant les gobelins, et il leur demande de venir aider leur clan, car ils vont être attaqués par des gobelins. Il mentionne qu'ils vont compenser avec plusieurs mois de nourriture, et Gobji dit à Gobro que c'est une bonne offre, mais Gobro refuse toujours. Il mentionne qu'ils se fichent complètement de leur situation, et il leur dit qu'ils doivent être sincères s'ils veulent de l'aide. Les elfes tentent alors de combattre Gobro, mais Gobro utilise son intimidation pour les empêcher d'attaquer, et il attrape le chef par la gorge. Il lui dit de faire cesser ses archers cachés s'il veut vivre, et le chef dit aux archers de baisser leurs armes. Gobro mentionne ensuite qu'il refuse leur offre parce qu'il n'en a pas envie, mais il vit aussi dans ces bois, et il n'est pas opposé à s'allier si les humains viennent les attaquer. Il plante alors sa lance dans le sol, et cela produit des centaines de lances autour de tous les elfes, et les elfes sont surpris de voir cela. Gobro explique qu'il n'est pas non plus sûr de comment cela fonctionne, mais quand il plante quelque chose avec sa lance, cela produit une quantité illimitée de lances qui peuvent s'étendre jusqu'à 100 mètres. Les elfes battent alors en retraite, et Gobro pense qu'il devrait rester à l'écart pendant un certain temps après une frayeur comme celle-là. Le lendemain, Gobro chasse des limaces grises dans les bois, et il en tue 20. Il obtient les capacités appelées résistance à l'attaque physique, auto-réplication et régénération de fluide après avoir mangé les limaces, et il crée une copie de lui-même en utilisant son sang avec l'aide de sa compétence appelée auto-réplication. Il remarque qu'il peut transférer sa conscience dans son clone, et il pense que cela sera utile. Le lendemain, Gobro demande à Gobmi et aux autres de fabriquer des vêtements de voyage pour tout le monde avec son sang dans la doublure, et il pense que cela peut servir de transmetteur en cas d'urgence. Ensuite, Gobro utilise son clone pour découvrir que les elfes sont de retour, et il laisse échapper un rugissement intense pour les paralyser, et il les attrape ensuite avec l'aide de ses fils. Plus tard, il demande au chef des elfes pourquoi il est de retour ici, et le chef mentionne que son barbarisme de l'autre jour a blessé son orgueil, et il va le tuer pour cela. Les filles parmi les elfes s'excusent auprès de Gobro, et elles mentionnent qu'elles ont essayé de le prévenir, mais il n'a pas écouté. Gobro leur dit alors que leur idiot de chef va mourir, et le reste d'entre eux affrontera son peuple dans une bataille simulée, et ils pourront vivre s'ils survivent. Nous voyons ensuite qu'après le combat, sur les 23 elfes qui ont combattu, seuls 6 ont été vaincus, et les perdants étaient tous des hommes. Il explique qu'il a un peu modifié les matchs pour que les filles survivent, et il mange ensuite les elfes vaincus, ce qui lui donne les capacités appelées résidents d'Evergreen, élémentalistes, connaissance de l'archerie, suivi et dissimulation. Il dit ensuite aux vainqueurs de rendre leurs armes et objets magiques, et ils sont surpris que Gobro ne les laisse pas partir. Gobro déclare bien sûr qu'il ne les laissera pas partir, car ils sont venus ici pour les tuer, et Gobji mentionne que cela fait un moment qu'il ne s'est pas amusé avec un elfe, mais Gobro lui dit de ne toucher personne sans sa permission. Gobji comprend, mais il se demande s'il peut au moins obtenir un peu d'action, car il est frustré ces derniers temps, et Gobro lui dit de tout faire avec modération. Gobro mange ensuite le chef des elfes, et le lendemain, nous voyons que Gob Kishi a évolué. Gobro et Gobmi sont heureux de voir cela, et Gobro explique que Gob Kishi a évolué en une variante spéciale d'ogre, et sa peau rouge foncée est le résultat d'une bénédiction du demi-dieu du feu. Sa peau de fer luisante et dure est supposément une bénédiction du demi-dieu de la guerre, et Gob Kishi dit ensuite à Gobro que tous les deux devraient se battre, car Gobro n'a personne avec qui s'entraîner depuis qu'il a évolué. Gobro accepte, et les deux se battent alors. Nous voyons que Gob Kishi est devenu beaucoup plus fort, mais il n'est toujours pas de taille pour les compétences de combat de Gobro, et Gobro parvient à gagner. Gobro pense que cela a prouvé que Gob Kishi est vraiment son rival, et le soir, il est épuisé après avoir trop combattu. En allant dans sa chambre, il remarque une ombre. Elle s'excuse auprès de lui, et elle lui accorde une compétence, mais le nom de la compétence n'est pas révélé. Ensuite, Gobro se réveille dans son lit, et il se demande ce que c'était. Le lendemain, Gobé lui montre que 4 autres gobelins ont évolué en hobgoblins, et Gobro pense que Gob Kishi a peut-être été leur inspiration. L'alchimiste lui dit que l'un d'eux a la capacité d'être un mage, et un autre est apte à être un prêtre. Le prêtre s'appelle Gobji, et il dit à Gobro qu'il fera de son mieux. Gobro remarque ensuite que Hobse est devenu membre de la famille seigneuriale en tant que demi-seigneur de Sor, mais elle a des marques inhabituelles sur sa main qui ne sont pas communes parmi les demi-seigneurs,
et Gobro pense qu'elle ressemble aux marques sur son corps. Hobbs déclare alors qu'elle montrera à Gobro à quel point elle est devenue forte, et elle lui montre ensuite ses nouveaux pouvoirs. Gobro remarque qu'elle est vraiment forte, et elle évoluera probablement en seigneur de sort la prochaine fois. Il lui donne ensuite de nouveaux équipements pour célébrer sa montée de rang, et Obsato lui dit qu'elle le rattrapera bientôt. Gobro pense alors que ces derniers temps, les évolutions se produisent plutôt fréquemment, et cela pourrait avoir quelque chose à voir avec lui. Ensuite, il explique qu'à son avis, l'environnement dans le premier mois de la vie d'un gobelin peut avoir un effet majeur sur leur taux de croissance, et il pense que c'est une bonne chose qu'ils deviennent plus forts, mais il y en a qui ne sont pas aussi chanceux. Le lendemain, alors que Gobro retourne de sa chasse, il remarque que quelques gobelins s'enfuient du village, et il leur demande pourquoi ils s'enfuient. Il mentionne qu'ils ont essayé de tenir bon en espérant que les choses s'amélioreraient, mais les plus jeunes les abandonnent tous, et ils n'ont pas pu obtenir d'action. Ils disent que Gobro peut les tuer s'il veut, mais ils ne peuvent pas vivre comme ça plus longtemps, et Gobro leur dit de bien prendre soin d'eux. Ils sont surpris qu'il ne les arrête pas, et Gobro déclare qu'il n'a aucune raison de le faire. Il leur donne un couteau en mithril en guise de cadeau d'adieu, et ils partent. Le lendemain, Gobro découvre un ORC traînant un humain mort, et il tue l'ORC. Il mange l'humain et l'ORC pour obtenir leur capacité, et il obtient la capacité appelée dompteur de monstres de l'humain, et il pense qu'il va utiliser cette capacité pour rendre hommage à l'humain. Cette nuit-là, l'alchimiste lui annonce qu'elle a enfin produit de l'alcool, et Gobro est heureux d'apprendre cela. Le lendemain de cela, Gobro dit à tout le monde que les gobelins de la génération précédente ont quitté le village, et il n'objectera pas si quelqu'un d'autre veut les rejoindre. Il mentionne qu'il donnera également des cadeaux d'adieu à ceux qui souhaitent partir, mais personne ne veut partir. Le lendemain, Gobro fabrique des boucles d'oreilles avec son sang dedans pour servir de dispositif de communication, et le lendemain de cela, il teste les boucles d'oreilles, et il découvre qu'elles fonctionnent parfaitement. Après cela, il se met au travail pour en fabriquer davantage, et le lendemain, Gobé abat seul un cheval triorne. Elle échoue à tuer le cheval, et Gobro utilise sa compétence de dompteur de monstres pour apprivoiser le cheval. Ensuite, Gobro apprivoise un ours gris, et il parvient également à apprivoiser le chef d'une meute de loups noirs. Il laisse le loup servir de garde du corps pour les filles humaines, et le lendemain de cela, Gobro est choqué de voir la rousse se battre si bien contre des kobolds. Il pense que la rousse semble grandir quand elle est acculée, et il est heureux de la voir devenir plus forte. Elle parvient à tuer tous les kobolds, mais il a dû organiser les choses pour qu'elle puisse les combattre un par un. Ensuite, Gobro mange de la viande de kobold, et il partage sa viande avec la rousse quand elle demande à en manger. Après avoir mangé la viande, elle obtient un nouvel emploi, et nous voyons qu'elle est devenue encore plus forte maintenant. Gobro explique que son nouvel emploi est noir soldat, et cela nécessite qu'elle continue à manger périodiquement de la viande de monstre ou elle mourra, mais cela lui donne un énorme coup de pouce en puissance. Plus tard, Gobji informe Gobro que certains de leurs gobelins ont été attaqués par des humains aujourd'hui, et ils ont dû fuir. Entendant cela, Gobro pense que c'est peut-être le moment de la guerre entre les humains et les elfes, et le lendemain, Gobro se réveille et il voit quelques kobolds entrer dans leur grotte. Il remarque qu'ils sont poursuivis par quelque chose, et Gobro dit à ses forces d'attaquer ceux qui poursuivent les kobolds. Il leur dit de laisser les kobolds pour l'instant, car ils peuvent s'en occuper plus tard, et il remarque que les kobolds sont poursuivis par des squelettes non morts. Les gobelins tirent sur les squelettes, mais cela ne fonctionne pas, et leurs autres armes n'ont également aucun effet. Il demande à Gobro ce qu'ils doivent faire, et Gobro remarque que les squelettes proviennent d'un seul point, et il pense que quelque chose doit les créer. Hobbs parvient alors à vaincre un des squelettes en l'écrasant, et voyant cela, Gobro dit à tout le monde de laisser leurs armes et de se battre à main nue. Les gobelins écrasent ensuite les squelettes les uns après les autres, et Gobro se ferait un chemin jusqu'à celui qui crée les squelettes tout en combattant les squelettes sur le chemin, et il élimine le créateur. Il le mange alors, et il obtient la capacité d'invoquer des morts vivants de bas niveau. Il obtient également la capacité appelée matérialisation d'équipements de haut niveau, absorption de mana, réduction de dégâts faibles et réduction de la magie faible. Ensuite, les kobolds expliquent à Gobro qu'ils ont creusé accidentellement leur chemin jusqu'au trésor de Velvet, et ils ont réveillé le gardien qui était un plus grand squelette. Pour échapper au squelette, ils ont fait une dernière course pour la grotte de l'ogre terrifiant, et ils se réfèrent à Gobro comme leur seigneur. Gobro se demande s'ils sont d'accord pour l'appeler ainsi, car il a tué beaucoup de leurs congénères, et les kobolds mentionnent que c'est seulement naturel pour les forts de dévorer les faibles. Il déclare que leur survie en ce moment dépend de sa discrétion, et Gobro mentionne qu'il examinera d'abord leurs blessés, et ils parleront plus tard. Il pense alors qu'il semble avoir rassemblé une foule assez intéressante,
mais il n'a aucune idée de comment cela s'est produit. La scène passe ensuite à Ogro qui chasse avec Ogre Kishi, et il remarque quelques humains dans la forêt. Tous deux suivent les humains et constatent qu'ils se cachent sur le côté d'une route. Ogro utilise alors ses toiles pour écouter leur conversation, et découvre qu'ils sont là pour enlever la fille du chef elfe. La fille du chef est censée rentrer d'un festival, et il découvre également qu'un traître parmi les elfes les a informés. Selon eux, la fille du chef doit passer ici 2 heures après le coucher du soleil, et c'est là que l'entourage de la fille du chef arrive. Ogro remarque que la fille du chef est belle même selon les normes elfiques, et les humains attaquent ses gardes. Ogre Kishi essaie de les sauver, mais Ogro l'arrête, et les humains tuent les gardes un par un, et droguent leur cible inconsciente. Ogro se sent mal de l'abandonner ainsi, et il intervient pour la sauver. Il utilise ses toiles pour capturer les humains et sauver l'elfe femelle. Il fait ensuite une prière pour les elfes décédés, et le lendemain, après avoir interrogé les prisonniers humains, il découvre que l'armée humaine principale va passer à l'action dans 20 jours. Il n'a plus besoin des humains, alors il les mange et acquiert de nombreuses compétences. Après un certain temps, la princesse elfe se réveille et est surprise de voir Ogro. Il remarque qu'elle a des ailes et se demande si les elfes sont censés avoir des ailes. La princesse lui demande alors ce qui est arrivé à ses gardes et où elle se trouve, et Ogro lui dit de se calmer. La princesse lui demande s'il va lui voler sa chasteté, et après lui avoir parlé un moment, Ogro parvient à la calmer. Il lui raconte tout ce qui s'est passé, et elle se demande pourquoi Ogro n'a pas sauvé les autres. Elle lui demande comment il peut être si terrible pour rester assis tranquillement pendant qu'il mourait, et elle déclare qu'il est méchant. Ogro lui dit que le différend entre les elfes et les humains n'a rien à voir avec eux, et il mentionne qu'elle devrait être plus inquiète de traiter avec le traître qu'ils ont parmi les elfes. La princesse se met alors à pleurer, et Ogro lui dit de se reposer, et il déclare qu'il la ramènera chez elle demain. La nuit, le vieux gobelin dit à Ogro qu'il a entendu dire qu'il y a une gentille elfe dans le village, et il se demande s'il peut en avoir un avant-goût. Ogro lui dit de ne pas poser ses mains sur elle, et le lendemain, il ramène la princesse au village elfe avec Ogre Kishi. En chemin, il lui demande pourquoi des ailes sortent de son dos, et elle dit que seuls les hauts elfes font cela. Elle mentionne qu'ils les cachent normalement à l'intérieur de leur corps, et Ogro réalise que les ailes sont quelque chose que les elfes obtiennent lorsqu'ils évoluent en hauts elfes. La princesse déclare qu'ils ne sont pas censés les montrer à qui que ce soit, mais qu'elle est encore inexpérimentée, et qu'elles sortent parfois. Après 3 heures de marche, ils arrivent au village elfe, et Ogro remarque qu'ils sont entourés de 25 archers cachés, et ils ont tous des pointes de flèches en mithril. Il pense que des ogres comme eux devraient pouvoir survivre à quelques douzaines d'entre eux, mais la princesse protège Ogro et Ogre Kishi, et elle dit aux archers que ce sont les gens qui ont sauvé sa vie. Après cela, ils sont autorisés à entrer dans le village, et ils rencontrent le chef. La princesse retrouve son père, et il est heureux de la savoir en sécurité. Il remercie Ogro et Ogre Kishi de l'avoir escorté en sécurité, et Ogro lui dit qu'il n'a pas sauvé la fille par simple bonté d'âme. Le chef réalise qu'il cherche une récompense, et Ogro pense que c'est juste un test pour voir combien sa fille lui importe. Cela lui donnera également une idée du jugement du chef. Le chef propose alors à Ogro un arc appelé Felnote, qui est un arc d'une précision absolue, et c'est un trésor de famille. Sa fille lui demande s'il en est sûr, et le chef déclare que c'est bien, car sa sécurité lui importe plus. Ogro s'excuse ensuite pour l'avoir testé, et il mentionne qu'il a des informations à lui donner pour se faire pardonner. Le chef se demande quel genre d'informations il a, et Ogro lui parle des mouvements de l'armée humaine. Ensuite, le chef déclare qu'il pense qu'ils vont devenir de bons amis, et il leur donne beaucoup d'équipements en mithril, et en retour, Ogro leur fournit des couteaux en pierre d'esprit et des pelles à objets magiques. Alors qu'Ogro s'apprête à partir, le chef lui demande s'il sait quelque chose sur un groupe d'elfes, car l'une de leurs unités d'élite manque depuis 20 jours. Ogro lui dit à contre-séhur qu'il n'a rien entendu à ce sujet, et avant de partir, le chef leur donne des cadeaux de départ, contenant des médicaments et de l'alcool fabriqués dans leur village. Ogro lui dit de les appeler s'ils ont besoin d'aide, et il mentionne qu'il leur accordera une réduction d'amis. La scène passe ensuite à Ogro et aux autres essayant l'alcool que le chef leur a donné, et ils aiment la saveur. Ils pensent que c'est une autre raison de bien s'entendre avec le chef elfe, et le lendemain, Ogro se réveille au lit avec Ogre Kishi, et il remarque qu'elle a évolué en une variante d'Amphir pendant la nuit. Plus tard, il découvre qu'ils ont également 8 nouveaux hobgoblins, et il dit à Ogre Kishi de ne pas enlever ses lunettes, car cela activera son œil magique. Il explique qu'elle a reçu une bénédiction du dieu de la glace lui donnant la capacité de créer et de manipuler des quantités infinies de glace,
et son œil magique peut charmer les ennemis pour les faire se battre entre eux. La faiblesse qu'elle est censée avoir à la lumière du soleil est compensée par la bénédiction qu'elle a reçue, et Ogro remarque que son apparence lui est familière. On voit ensuite que Gobé a évolué en demi-seigneur de la Terre, et Ogro déclare que les seigneurs de la Terre ont la capacité de manipuler le sol. Elle peut localiser les points faibles dans le substrat rocheux avec une évaluation géologique, et elle a également une capacité qui rend son corps plus fort. Il mentionne ensuite que Obsato a évolué en demi-seigneur sanguin, et les seigneurs sanguins ont la capacité de contrôler le sang et de le transformer en arme. Il observe que tous ont des tatouages différents sur leur corps, et il semble penser que cela leur donne du pouvoir, mais il espère comprendre ce qu'il signifie en temps voulu. Le vieux gobelin remarque alors que les villageois ont évolué à nouveau, et il déclare qu'ils auront besoin de nouveaux noms. Il renomme Obsé en Spelsé, Gobmi en Dami, Obsato en Bloodsato, Gobé en Heurta YY, Gobkishi en Ogre Kishi, Gobji en Obji et Ogro en Ogro. Ogro pense alors que lorsque la guerre avec les humains commencera, les elfes se tourneront vers eux pour obtenir de l'aide, et plus ils auront d'actifs à ce moment-là, plus ils auront d'options tactiques à leur disposition. Il distribue ensuite des boucles d'oreilles de communication à toutes les races, et les elfes ont quelques appréhensions à les porter en raison de leurs coutumes, mais Ogro les fait comprendre, et ils acceptent de les porter. Ensuite, Ogro entraîne les kobolds et les elfes avec les autres, et il les laisse s'entraîner avec quelques morts vivants qu'il crée avec sa compétence d'invocation de morts vivants inférieure. Il explique ensuite que plus un squelette a d'armure, plus il est censé être habile. Nous voyons qu'il a invoqué un mort vivant lourdement armé, et il mentionne que même les elfes avec des armes en mithril ont perdu face à ces morts vivants. Le lendemain, Ogro découvre que s'il utilise moins de mana, il pourra créer des squelettes réguliers, ainsi que d'autres zombies, et il se demande à quoi ils goûtent, mais il découvre qu'il ne peut pas manger de fantômes en raison de leur absence de forme physique. Il explique que les divers morts vivants étaient de bons adversaires pour s'entraîner et acquérir de l'expérience, mais ils sont tous purifiés en quelques secondes à la lumière du jour. Il trouve cela dommage de ne pas pouvoir les utiliser pendant la journée, et il se concentre pour le moment sur l'entraînement des elfes et des kobolds. Il mentionne que ce village compte actuellement environ 100 membres, et les kobolds sont assez bas dans la hiérarchie en raison de leur puissance, et le seul moyen pour eux de surmonter cela est de travailler dur ensemble. Le lendemain de cela, Ogro se rend dans la grotte où vivent les kobolds, et après avoir récupéré leurs affaires, il laisse Heurta YY s'occuper du reste pour s'assurer qu'aucun autre squelette n'apparaisse. Il fait ensuite pratiquer la chasse en groupe aux kobolds pour augmenter le nombre de leurs familiers loups noirs, et ils parviennent à collecter un total de 20 loups noirs. Il n'y a pas de chef de meute parmi eux, mais Ogro pense qu'ils seront utiles en tant que familiers. Il rencontre ensuite un sanglier en chemin, et on dit qu'ils sont durs comme la pierre, et en entendant cela, Heurta YY essaie de le combattre. Elle le détruit d'un seul coup de poing, et ils en font un ragoût le soir. Ensuite, le forgeron lui donne une forme améliorée de la lance qu'il a détruite en combattant l'ours rouge, et elle déclare que tout cela a été modifié avec un alliage de pierre d'esprit, de fer et de mithril. Ogro est impressionné de voir cela, et le forgeron déclare qu'elle a pu créer cela car elle est devenue une forgeronne élémentaire en montant de niveau. Le lendemain, Ogre Kishi dit à Ogro qu'il est amoureux d'Heurta YY, et Ogro déclare qu'il le savait déjà car Ogre Kishi n'était pas discret à ce sujet. Ogre Kishi mentionne qu'Heurta YY est encore plus jolie depuis qu'elle est devenue une demi-seigneur de la Terre, et il ne peut plus se retenir. Il déclare qu'il ne sait pas quoi lui dire, et il demande à Ogro de l'aider. Ogro lui donne quelques conseils, et plus tard cette nuit-là, Ogre Kishi fait sa demande en mariage à Heurta YY, et Heurta YY accepte cette proposition. Le lendemain, nous voyons Ogre Kishi combattre avec Ogro, et nous remarquons qu'il déborde de puissance. Ogre Kishi déclare qu'il ne s'est jamais senti aussi fort, et Ogro pense que sa confession de la nuit dernière a dû fonctionner. Ensuite, Ogro part chasser avec son quatuor habituel, et il combat une multitude de monstres de type insecte. Ogro les mange et acquiert de nombreuses compétences différentes. L'une d'elles s'appelle exosquelette, et Ogro l'essaie. Cela forme une armure autour de son corps, solide et durable, mais Ogro n'aime pas son apparence. Il enlève alors son exosquelette et remarque que ses vêtements ont disparu. Il réalise que les vêtements ont dû être utilisés pour créer l'exosquelette, et il découvre qu'il peut maintenant enregistrer 4 formes supplémentaires. Ogro pense qu'il devrait enregistrer des formes pour les combats aériens et marins, et il essaie de voler en utilisant des ailes d'insectes qu'il peut faire pousser avec l'une de ses compétences. Il remarque que c'est difficile, et il pense qu'il aura besoin de pratique. Le lendemain, il pleut, et la rousse demande à Ogro de s'entraîner avec elle. Ogro pense que la rousse progresse de façon constante ces derniers temps,
et il commence sa matinée en s'entraînant avec elle. Il se rend chez le forgeron après avoir transpiré, et il découvre qu'elle a récemment rendu visite aux filles elfes et discuté de nouvelles idées d'armes avec elles. Il présente les elfes comme Kirué et Arué, et il découvre que le forgeron travaille sur le développement d'une arbalète à répétition, et comme elle les a déjà conçues, Ogro lui demande de procéder à la fabrication. Il lui demande de lui faire une autre arme, et il lui donne un peu plus d'amalgame. Le soir, il aide les sœurs cuisinières, et il déclare qu'elles ont obtenu un nouveau poste appelé chef cuisinier. Après le dîner, il les fait essayer de recréer certains plats de sa vie passée, et il trouve ces plats assez intéressants. Après cela, il va voir l'alchimiste pour fabriquer des objets magiques, et elle lui montre qu'elle a créé un objet en utilisant des os de squelette noir. Elle déclare que c'est un clou en os, et il a la capacité de geler quiconque est frappé avec. Elle lui demande de considérer cela comme elle, et d'en prendre bien soin, et elle essaie de flirter avec Ogro, mais les autres filles viennent aussi là, et Ogro passe un bon moment avec elle. Le lendemain, des elfes viennent rencontrer Ogro, et ils lui disent qu'ils sont là de la part de leur chef. Les elfes croisent leurs anciens camarades en chemin vers la grotte, mais ils ne les reconnaissent pas, car les boucles d'oreilles qu'il leur a données ont un effet de déguisement, et cela les fait apparaître comme des elfes sombres. Le messager déclare ensuite que l'armée humaine avance enfin sur les bois de Cudel, et qu'ils ont une grande force que les elfes ne pourront pas gérer seuls. Il mentionne qu'il est venu ici pour obtenir l'aide d'Ogro, et Ogro leur demande ce qui est arrivé à leur force d'élite. Le messager mentionne qu'on leur a dit de les considérer comme morts, et il dit à Ogro que leur chef veut qu'ils éliminent complètement l'ennemi, et il explique que le contrat sera annulé s'ils battent en retraite. Ogro accepte le travail, et il mentionne qu'ils vont aussi agir de leur côté. Il demande au messager de donner un bracelet de communication à leur chef, et les elfes partent. Ogro pense ensuite que l'information sera précieuse dans cette guerre, et on voit qu'il a dispersé ses clones dans toute la forêt. Ensuite, il dit à tout le monde qu'à partir d'aujourd'hui, ils sont une compagnie de mercenaires, et il déclare qu'ils seront désormais connus sous le nom de Parabellum. Tout le monde aime le son de cela, et il se prépare pour la bataille. Merci d'avoir regardé les parties 1 à 5, le reste des parties sera sur ma chaîne. Veuillez aimer et partager la vidéo si vous l'avez appréciée, et assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour continuer à recevoir de nouvelles mises à jour de récapitulation d'animes.